Alors, excuse-moi de vous déranger les filles. Déjà de 1 j'ai pas de pièces et de 2 en fait genre, je suis un peu stressé de vous dire ça et tout. Genre je suis gêné à mort, je suis pas trop l'habitude. Mais je voulais vous dire que de toutes les filles que j'ai vues ce soir, vous êtes les plus bousillés. Tu crois t'es beau toi? T'as grosse lune. Approche ratée, ouverture négative, plus auto-dévalorisation. Tu cumules 2 pertes de valeur dès la première phrase, dire « je suis stressé »,« gêné », plus insulte. La plus défoncée, égale rejet instantané. L'approche doit élever par abaisser. Deuxième point, énergie. Tu n'as pas besoin d'excuses longues, ça signale faible statut. Troisième point, simplicité. Une ouverture propre égale observation, plus compliment, plus sortie rapide. Exemple, j'aime ton style, bonne soirée, tu pars. Tu laisses l'option ouverte, sans pression. Optimisation. 0 négatif, ton posé, message court, détachement. Les filles story time, vous allez être choquées. Un des grands signes que je devais pas me marier avec mon ex, le cafard. Donc je vous explique, c'était un samedi soir. Encore mariée, je vivais chez ma mère. Et ce moment-là, il avait fait exprès de chercher l'embrouille avec moi. Comme s'il voulait sortir en soirée avec ses copains. Vous voyez quand les mecs ils vous embrouillent, ils ont une idée derrière la tête. Parce qu'il n'y avait pas de matière à s'embrouiller en fait. Il me bloque et tout, ok pas de problème. Moi il n'y a pas de gouvernement, je m'en bats les steaks. Donc bref, je vais dormir. Et avant de dormir, je me dis, je sais pas pourquoi, je sens que demain il va se passer une dinguerie. 8h du matin, j'entends quoi? Police! Ouvrez! Ils ouvrent la porte, ils rentrent, ils étaient 6. Où est madame nanana? On cherche madame nanana. Ma mère, elle s'est réveillée, pourtant elle est sourde d'une oreille. Elle a dit quoi? Elle dit non, on est venu pour madame nanana. Ma mère, elle me regarde comme ça, elle me dit t'es morte. Ça y est, ma mère s'est fait un film. Elle s'est dit, elle c'est une traficante. Prennent mon téléphone, ils fouillent toute ma maison. Mon voisin, la commère, il sort, il voit, il a dû dire à tout le monde. Ouais, il y a la police qui est venue pour elle et tout, la honte. Je vais au commissariat. Le keuf, il y en avait 2, un gentil, un cow-boy. Genre, il me pose des questions bizarres et tout. Moi, je dis, en fait, pourquoi je suis là? J'ai déjà rendu mon téléphone, j'ai rien fait. Je dis, moi, je suis une honnête meuf, je travaille, CDI et tout. C'est quoi le délire? Il me dit, madame, vous êtes la propriétaire d'un golf, nanana. Je lui dis, mais non, moi, j'avais une 208. J'ai pas de golf. Vous savez ce qu'il avait fait? Il a pris mes papiers d'identité en photo en cachette de moi. Et la voiture qu'il avait acheté, en fait, c'était à moi, je savais pas. Il a mis la voiture à mon nom. Les filles a fait une course-poursuite en Hollande, frappé un mec avec ses copains, avec une voiture à mon nom. Lui était en garde à vue, et moi j'ai failli finir en garde à vue, genre association malfaiteur en fait. Alors je savais même pas, j'étais même pas au courant. Le point clé n'est pas le drama, c'est l'exposition légale. Elle délègue ses papiers perte totale de contrôle risque pénal direct. Pour toi, jamais d'accès à tes documents, compte, véhicule, sans traçabilité et signature consciente. Deuxième point, sélection. Si ton environnement inclut des profils borderline, tu assumes le risque associé. Troisième point, vigilance administrative. Vérifie régulièrement ce qui est à ton nom. Véhicule, crédit, contrat. Optimisation, séparation stricte des identités légales, zéro confiance aveugle, audit périodique. J'ai pris le mari d'une autre, maintenant c'est le mien, et voici la partie que personne ne connaît. Je sais que je vais me faire descendre dans les commentaires, mais je ne cherche pas de conseils. Je veux juste vous expliquer comment bâtir une relation sans cris, sans larmes et sans drama, et que tout peut être une question de stratégie. Nous sommes collègues de travail, et tout ça a commencé avec des conversations anodines. Rien de très élaboré, on va dire. Et petit à petit, c'est devenu des messages tard le soir. Il avait une alliance. Je n'ai pas prétendu ne pas l'avoir. Le premier écart a eu lieu lors d'un voyage professionnel. Nous avons partagé des verres, puis un dessert, puis un ascenseur, et on a fini par un baiser. Il m'a envoyé un texto paniqué. Je lui ai répondu « Ne sois pas idiot, sois plus intelligent ». Pur. Il pensait que j'étais quelqu'un de mature, mais en fait, j'étais en train d'établir des règles. J'ai fait en sorte que nos dates soient sans aucune toxicité. Pas de drama, pas de dispute, pas de suggestions. Juste un rythme calme, pas de supplication. Nous voyons quand le planning pourrait le permettre. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de dispute, rien de tout ça. Je voulais être sa safe place. Parfois, il me demandait de le voir, mais je lui ai expliqué que mon planning ne me le permettait pas. Mais en vrai, j'étais seule chez moi, à boire une soupe, tranquillement, devant Netflix. Je ne critiquais jamais sa femme. Par contre, je lui posais des questions. Est-ce que tu te sens vue? Est-ce que tu dors bien? Et de là, il partait dans des monologues, seul,
où il critiquait son mariage, où il m'expliquait la pression qu'il pouvait avoir sur ses épaules, et il disait à haute voix tout ce qu'il ressentait. Je suis devenue un endroit où il pouvait être clair, un endroit où il pouvait se confier, sans aucun jugement. Et moi, je l'écoutais attentivement, sans aucun jugement, sans aucune critique. C'est à me dire que je le rendais meilleur au travail, qu'il était plus efficace pendant les réunions et qu'il était décidé. Mes plans n'étaient jamais annulés. Si on avait prévu de se voir mardi, on se voyait mardi, c'était la règle. Quand il me textotait la nuit, très tard, je répondais le matin. Il n'y avait pas d'urgence. Lui paniquait. Lui était dans le rush. Moi, j'étais très calme. Il me disait que pour la première fois de sa vie, il se sentait dans son foyer. Il se sentait écouté. Et puis un jour, il m'a dit « Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne veux plus vivre comme ça. » J'ai haussé les épaules et je lui ai dit « Ne le fais pas alors. » Il a appelé un avocat et il a déménagé. Je n'ai rien demandé, rien suggéré. Je ne l'ai même pas questionné. Il l'a fait. Le soir, nous n'avons pas célébré. Il est juste passé à la maison, nous avons mangé et regardé un film débile. Il m'a dit « Je me sens apaisé. » Pas de drama, pas de dispute, pas de questionnement. Je voulais que son système nerveux me relie inconsciemment au calme, au foyer, à la paix. Ensuite, il a commencé à me défendre devant les autres, pour que son histoire soit cohérente, sans que j'aie à me justifier. Il m'a demandé comment il pourrait protéger notre avenir. Je lui ai dit que j'avais besoin d'autorité sur sa santé, s'il lui arrivait quoi que ce soit, et sur l'aspect financier. Et je lui ai dit qu'il devait voir un avocat. Il l'a fait. L'avocat lui a lu 2 fois la procuration. Il a signé. Je n'ai pas touché un stylo. Ensuite, il m'a dit qu'il voulait changer son testament. Je lui ai dit qu'il devait d'abord penser à ses enfants. Il a donc fait un testament où il a mis la maison familiale à leur nom et un compte qu'ils avaient cotisé avec sa femme depuis qu'ils étaient tout petits au nom des enfants. Et il a mis tout le reste au mien. Je n'ai rien demandé. Il l'a fait tout seul, comme un grand. Je le regardais faire comme une adulte, pas comme la méchante sorcière avec une moustache. Il m'a même suggéré de changer son ex-femme comme bénéficiaire de son assurance vie. Et il a mis mon nom. Il m'a juste demandé de signer. Je n'ai absolument rien demandé. Il n'y avait pas d'émotion, juste du contrôle. J'ai créé cette situation. J'ai créé les parfaits moments où il fallait lui répondre. J'ai relié l'intimité à la récompense. Et voici le résultat. Son système nerveux a relié ma présence dans sa vie, paix. Il m'a même dit à la fin, tu es mon oxygène. Je ne suis pas mieux qu'elle, je suis juste plus disciplinée, plus froide. N'arrête pas de me répéter que l'amour l'a sauvée. C'est la structure qui l'a sauvée. J'ai établi des règles et il vit à travers ces règles. Je préfère vivre dans le sérieux de la paperasse. Des choses sûres, nous sommes des adultes et je n'ai pas le droit à l'erreur. L'amour, ça va, ça vient. Mais la structure reste à jamais. Je rappelle que ce n'est pas mon histoire et que je ne fais que raconter. Cadre calme, rareté, écoute non jugeante, attachement progressif. Toi, retiens surtout le risque. Un homme qui externalise ses frustrations conjugales devient manipulable. Si tu parles mal de ta relation à une tierce femme, tu transfères déjà ton investissement. Deuxième point, discipline émotionnelle. Le besoin de safe place te rend dépendant si tu ne maîtrises pas tes états. Troisième point, juridique. Procuration, assurance vie, testament, zone critique. Ne délègue jamais ton pouvoir sans audit froid. Optimisation, règles internes fortes, séparation stricte, pro, perso, zéro confession stratégique, hors couple. Pour un petit peu, aujourd'hui, je te jure, avoir une relation avec une femme, ça s'acclimate à avoir de l'argent. Limite, en fait, avoir une relation, c'est limite c'est une pression sociale, en fait. Aujourd'hui, limite, t'as une meuf, quelque part, t'as un peu de sous. Moi, je trouve que les jeunes, ils se concentrent sur les mauvaises priorités. Aujourd'hui, tellement la pression sociale est telle que, aujourd'hui, avoir une meuf, c'est de l'entretien. Ouais. Demain, elle va dire, ouais, je vais faire mes ongles, je vais faire un truc, je vais me coiffer, je vais... Ah non, mais frérot, ça, normalement, c'est elle. Frérot, t'as une meuf, t'assumes. Ça dépend. T'as une meuf, attends, non, arrête d'abuser. Ah, t'as une meuf, t'assumes. Mais non, gros, pour ses ongles et tout. Elle peut se débrouiller. Non, Moi, je suis d'accord avec you. Non, elle peut se débrouiller. T'es pas marié avec elle. Il manquerait plus que je lui paye la pédicure, la manicure et le lissage. Les gars, je vous dis la vérité, je suis en train de vous dire un truc qui est réel. Je sais pas si c'est peut-être l'âge qui fait ça. Ouais. Mais vous allez arriver à un âge où, quand t'es avec une femme, tête de ma mère, je paye pas ses ongles. Moi, je les paye pas mes ongles, je vais payer des... Enfin, après, c'est bizarre. Si tu les payes pas, ouais. et tout le respect que j'ai pour toi,
Il y a un autre va le faire. Bienvenue en 2026. Je crois que t'as raison. Je crois qu'il a pas tort, l'ancêtre. Et bah, la vie de ma mère, je préfère pas payer. Bah, Un autre va le faire. Lecture brute. Confusion entre générosité choisie et obligation structurelle. Si tu penses qu'avoir une femme égale coût fixe, ongles, cheveux, tu te places déjà en position de pression. Résultat, frustration, plus négociation permanente. La règle est simple, tu offres ce que tu veux, pas ce qu'on t'impose. Deuxième point, cohérence de marché. Si tu attires un profil très consommateur, le coût suit. Donc sélection est supérieure à plainte. Troisième point, cadre clair dès le début, si tu refuses certains standards, annonce-le par ton lifestyle, pas par débat. Optimisation, générosité stratégique, zéro obligation implicite. Donc, le serveur nous installe ailleurs parce que dans ce café, en fait, selon que tu boives juste un verre ou que tu manges, t'es pas installé au même endroit. Donc on s'installe et tout. Il me laisse, il est plutôt assez galant, il me laisse la place sur la banquette, ce que j'aime bien. Il paye la première tournée de verre, voilà, sans même demander. J'ai sorti ma carte bancaire et dit, ben tu joues à quoi? Je suis bon, bah, très bien. Et puis la conversation tourne un peu plus, enfin moins agréable dans le sens où je ne sais pas comment, on commence à parler politique et avis sur des sujets un peu controversés et où on n'a pas forcément le même avis. Sauf que ça reste pas un red flag pour moi parce que c'est quelqu'un avec qui tu peux échanger. Il a son avis, moi j'ai le mien, qui sont pas tout à fait similaires. On se rejoint sur certaines choses, mais généralement on n'a pas tout à fait le même avis sur les choses. Mais on peut en discuter. J'ai pu lui exposer mes arguments, il m'a exposé les siens et on a vraiment été dans l'écoute et ça je trouve ça intéressant parce que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un et pourtant quand même pouvoir échanger, ce qui n'est pas toujours le cas avec tout le monde. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et donc là on en était peut-être je pense presque à 2 heures du date, donc c'était plutôt pas mal, j'étais plutôt optimiste sur la suite des choses. Et là en fait il y a un moment où je me rends compte que tout ce dont on a parlé, ça tournait quand même autour de lui, de ce que lui pensait, de ce que lui faisait, etc. Et moi, je rebondissais dessus. Et de temps en temps, quand il parlait de quelque chose, et qu'au bout d'un moment, il en parlait trop, je disais, ah bah oui, moi aussi, machin. J'essayais de caser des informations à mon sujet. Mais il ne me posait pas de questions, en fait, à mon sujet. C'est juste que je rebondissais dessus. Et quand moi, j'en parlais, donc par exemple, à un moment, il m'a dit, bah, je suis HPI, donc ça m'a parfois posé problème. Ça pareil, ça va être une autre vidéo parce que les neurodivergents qui s'attirent, c'est vraiment un truc. Mon dernier date était déjà HPI. Et je dis, bah tu vois, c'est marrant parce que je pense que pareil, dans ma famille, il y a des choses, enfin moi je me suis pas fait diagnostiquer, mais je pense qu'il y a quelque chose. Et ma fille est en train de faire un diagnostic de TDAH. Et son père aussi, je pense qu'il y a un petit spectre autistique. Enfin, il y a des choses comme ça, quoi, dans la famille. Et donc je lui dis ça, et on aurait pu enchaîner là-dessus, mais il a pas rebondi. Il dit, ah ok. Et tu vois, en fait, c'est ça qui m'agace avec quand je dis que le mec ne s'intéresse pas à nous. J'ai pas besoin qu'il me déroule une liste de questions comme si on était en entretien. Il faut que ça reste fluide. Mais déjà, si tu me poses pas de questions, que moi je fais l'effort quand même d'insérer quelques informations à mon sujet, au moins rebondis dessus. Repose-moi des questions vis-à-vis de ce sujet pour qu'on puisse continuer à en discuter. Là, non. Il partait toujours sur un sujet qui le concernait lui. Et sur la dernière heure, en fait, de date, j'étais à... Et il s'en rendait pas compte, quoi. Et au bout d'un moment, même je me disais, mais c'est pas possible, il va se dire que je m'ennuie ou quoi. Non, en fait, il comblait les blancs et je laissais des blancs, etc. Bon, parfois, je disais, ah bon, bah vas-y, explique-moi. Parce que bon, il fallait bien dire quelque chose, quoi, mais j'en pouvais plus. Et à la fin, en fait, comme je vous ai expliqué hier, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, on arrive au dessert, il faut que je te dise ce qu'il en est, parce que tu m'as dit que justement, il y a des fois, tu comprenais pas trop pourquoi les filles donnaient pas suite. Bah moi, je vais te le dire très honnêtement, t'es un mec hyper intéressant. Tu me plais physiquement, j'ai bien aimé le début de notre date, mais là ça fait 1h30, tu parles, et tu ne me poses aucune question. Et de la soirée, tu ne m'as posé aucune question. Et t'as pas du tout été dans la séduction. Ça aussi c'est compliqué parce que quand t'es dans un date, t'es là pour apprendre à connaître la personne, voir si vous avez des atomes crochus, mais t'es là aussi un peu en mode séduction. Je veux dire, on n'est pas des amis pour voir si on va rester amis à vie ou pas, quoi. Il m'a pas complimenté sur ma robe, il m'a pas dit à un moment que j'étais jolie. Enfin, ça c'est important aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être bourrin, mais au moins exprimer votre contentement et le fait que vous trouvez la personne devant vous charmante. C'est ça aussi un date, c'est se charmer un peu.
Donc je lui dis tout ça, je lui dis mais voilà, je te dis pas ça en mode t'as été nul, le date était nul. Je ne regrette absolument pas cette soirée, j'ai passé plutôt une bonne soirée dans l'ensemble, mais je tenais vraiment à te faire mon feedback parce que voilà, moi je suis pas hyper je suis pas emballée quoi, je sais pas quoi te dire. Et il a tout à fait compris, et il me dit oui le fait que je sois HPI, c'est vrai que parfois je comprends pas trop les signes de communication, enfin voilà, mais je comprends, il y a pas de souci, mais encore une fois, fais ton chemin, évolue, voilà, je suis pas là en fait pour soigner les gens, je suis pas là pour les aider, je suis pas une psy, je suis pas une assistante sociale. J'aime beaucoup les gens, je m'intéresse beaucoup aux gens, mais il y a un moment aussi j'ai envie qu'on s'intéresse à moi aussi j'ai envie d'être intéressante pour quelqu'un, j'ai envie de compter pour quelqu'un, et j'ai envie qu'on me montre de l'intérêt, et je trouve pas que ce soit trop demandé, et je trouve pas que c'est être trop difficile comme vous aimez tellement me le dire, je trouve que c'est une demande plutôt normale. Et je rajoute quand même pour les rageux, qu'à la fin du date, vu que voilà, on a fait un petit débrief et que je lui ai fait comprendre qu'il n'y aurait pas de suite de mon côté, j'ai quand même proposé de payer ma part, donc j'ai payé ma part. Donc les rageux qui disent que je vais en date juste pour me faire payer à manger, excusez-moi mais je peux me permettre de m'acheter ma propre nourriture. Voilà, bisous. Voilà, je pensais pas faire une vidéo aussi longue, hein. Mais voilà le retour de mon 3e date de 2026. Pour l'instant, je parle avec personne d'autre d'intéressant. On verra. Je me mets pas la pression. Comme je vous l'ai dit, je me mets un objectif de faire au moins un date par mois. Pourquoi je me mets cet objectif? C'est parce que sinon, je serais capable de pas faire de date pendant des mois et c'est pas l'objectif. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc j'ai envie de me donner les moyens de rencontrer cette personne. Donc je me suis mis l'objectif de faire un date par mois. Donc je me laisse maintenant tranquille jusqu'au mois d'avril, sauf si bien sûr je commence à parler avec un mec, ça accroche super et qu'on peut se rencontrer, tant mieux. Mais sinon je me la coule un peu douce jusqu'au mois d'avril et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, je vous souhaite un bon début de semaine et à bientôt. Le narcissisme conversationnel tue l'attraction. Si tu parles 80% du temps sans poser de questions, tu n'es pas intéressant, tu es un fardeau auditif. Un date réussi est une exploration mutuelle. Tu dois extraire des informations sur elle pour calibrer ton intérêt. Deuxième point, n'utilise pas tes diagnostics, HPI, neuroatypie, comme excuse pour une mauvaise intelligence sociale. La séduction demande de l'empathie et de la lecture de signaux. Troisième point, la tension sexuelle. Sans compliment ni cadrage romantique, tu finis comme un podcast gratuit. Optimisation, règle des 50 sur 50, écoute active et ponctuation de la soirée par des validations directes sur son charme. Quand la grande gymnaste de tous les temps épouse un joueur de NFL, tout le monde parle d'amour. Simone Biles, c'est la Black Cat, déjà au sommet. C'est la gymnaste la plus titrée de l'histoire. C'est un symbole de performance et de santé mentale, notamment quand elle s'est retirée des JO pour préserver sa santé mentale. Elle se priorise, elle a des standards non négociables, elle n'a pas non plus besoin d'un homme pour exister. Elle est déjà riche, célèbre et accomplie. Surtout respectée. En dessous, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune analyse de couple, ni actu. En couple est clairement un choix et pas une ascension sociale. Et crois-moi, ça change tout. Elle ne se diminue pas non plus pour se rassurer, elle ne minimise pas ses réussites, elle ne met pas non plus son mari au-dessus d'elle, elle reste au centre de sa propre vie. Lui représente plus l'énergie Golden Retriever. Il est très expressif, quand on les voit en public, il se montre très affectueux. Il y a eu des moments médiatiques où il a voulu se positionner, racontant un peu leur rencontre d'une manière centrée, mais centrée sur lui, expliquant que durant leur rencontre, il ne savait pas du tout qui elle était. Ce genre de détail est peut-être anodin pour certains. Cas d'asymétrie de statut, elle égale ultra haute valeur, lui égale solide, mais inférieur en visibilité. Dans ce contexte, ta marge est claire. Ne pas entrer en compétition, ni chercher à te repositionner médiatiquement. Le move « je ne savais pas qui c'était » égale tentative de rééquilibrage perçue comme égo, pas comme force. Pour toi, si tu es avec une femme dominante en statut, apporte stabilité, soutien, énergie, pas du repositionnement. Deuxième point, elle choisit, donc tu es remplaçable. Ta sécurité vient de ta constance, pas de ton discours, optimisation, low ego, haute fiabilité, présence stratégique. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.